Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. On va parler ce soir, cet après-midi, du Brésil et en particulier plus particulièrement de l'héritage qui va être celui du prochain président de la République du Brésil, quel qu'il soit, parce que le Brésil de 2021-2022 pour la prochaine élection présidentielle est très différent de celui qu'il était avant l'arrivée au pouvoir du président actuel, Jair Bolsonaro. Donc pour parler du Brésil, pour parler de cet héritage, nous avons avec nous Monsieur Gesualdo Pereira Farias, qui a plusieurs casquettes. La première, professionnelle, c'est celle d'ingénieur de métallurgie et matériaux. Il est docteur dans cette matière. Il a été professeur pendant plusieurs années de cette matière à l'Université fédérale du Ceará, qui se trouve dans le nord-est du Brésil, dont la capitale est la ville de Fortaleza. Il a été recteur de cette université de 2008 à 2015, donc ça nous donnera l'occasion de parler d'éducation également. Et ensuite, vous avez basculé dans la politique comme secrétaire d'État à l'éducation supérieure de la présidente Dilma Rousseff en 2015-2016. Puis, après la destitution de Dilma Rousseff, vous avez poursuivi cette activité politique dans l'État de Ceará, dans votre État, dont le gouverneur était un membre également du Parti des travailleurs, comme secrétaire d'État aux cités, à l'équipement des cités, donc tout ce qui est transport, assainissement, eau usée, eau potable, etc. Vous êtes à Paris, donc actuellement, observateur de tout ce qui se passe au Brésil avant les prochaines élections. Les prochaines élections présidentielles, c'est outubro de 2022. Octobre 2022. Donc la première question que je vais vous poser concerne l'économie du Brésil. Il y a 5, 6, 7 ans, le Brésil était une grande puissance mondiale économique avec un certain nombre d'entreprises très importantes. Où est-ce qu'en est le Brésil aujourd'hui? Est-ce que le prochain président, quel qu'il soit, on en parlera après, va avoir les moyens de mener une politique qui pourrait améliorer la position économique du Brésil pour les Brésiliens et également la position économique du Brésil dans le monde? Bem, primeiro quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a política de uma forma geral no Brasil e a economia. E gostaria de lembrar que o problema econômico no Brasil ele começa com uma crise em 2014, uma crise muito forte, em decorrência da questão cambial e também de problemas de crise économique internationale. Donc, je vais donc traduire. Vous remercier d'abord l'opportunité qui vous a été donnée ici, donc à la Fondation Jean Jaurès, de pouvoir évoquer ces problèmes du Brésil et de son économie. Et pour parler donc de la situation économique du Brésil, il faut revenir en arrière à 2014, qui est une période où il y a eu une crise financière, économique, non seulement du Brésil, mais de l'économie internationale. E nós tivemos eleições presidenciais em 2014, já foi uma eleição muito disputada, e que tinha como eixo do debate a économie. Donc en 2014, il faut le rappeler, parallèlement à cette crise, il y a eu une élection présidentielle très disputée au Brésil et le débat essentiel a porté sur l'économie. Então o Brasil cresceu pouco em 2014 e
a presidente Dilma ganhou a eleição no segundo turno, uma eleição que foi disputada com uma diferença de voto muito pequena, né? Entre a Entre o presidente Dilma e o PSDB. Né? O PSDB, que é o partido que historicamente vinha disputando eleições com o PT, né? E em 2014 o Aécio Neves, que é um político de Minas Gerais, era senador, disputou com a presidente Dilma, e após as eleições, né, o PSDB e o próprio Aécio Neves não aceitou o resultado da eleição e iniciou-se então uma crise política muito grande. Paralela à crise econômica. E que veio agravar ainda mais a situação econômica. Veja bem, neste momento, o Congresso Nacional construiu uma maioria parlamentar qui era oposição à presidente Dilma. Bon, il faut revenir à ce contexte de 2014. C'est un contexte qui était non seulement de crise économique, mais aussi de crise politique. Donc, il faut rappeler qu'il y avait face à face les adversaires traditionnels, un candidat, une candidate du PT, Dilma Rousseff, et un candidat du PSDB, du centre-droit, Aécio Neves, qui a refusé d'avoir perdu l'élection, qui a contesté le résultat et qui a trouvé un relais dans le Parlement. Et donc, dans le Parlement a cherché le moyen de retourner le résultat de l'élection. Bem, e, naturalmente, para superar a crise econômica, a presidente Dilma enviou ao Congresso Nacional uma série de medidas para possibilitar o retorno do crescimento économico do país. Alors, c'est dans ce contexte que la présidente Dilma Rousseff a saisi le Congrès des députés brésiliens d'un certain nombre de propositions qui visaient à retrouver le chemin de la croissance. Bem, naquele momento, o presidente da Câmara dos Deputados, que fazia oposição à presidente Dilma, iniciou um processo de não aprovar as medidas encaminhadas pela presidente Dilma, e propor medidas que dificultaram ainda mais, que tornaram mais difícil a retomada do crescimento, o que convencionou-se naquele momento chamar de pauta bomba. Então, a partir daí, a crise foi se agravando. Alors, le président du Congrès, qui était un opposant à la présidente Dilma, a aggravé la crise. Donc, il a mis autant qu'il a pu le faire, des bâtons dans les roues des projets de la présidente. Et on s'est trouvé là dans une situation d'aggravation de la crise politique et donc de la crise économique. Então, nós tivemos durante o primeiro ano 2015. do segundo mandato da presidente Dilma, 2015, um embate, uma disputa entre a presidente Dilma e o presidente da Câmara, no embate em que todas as medidas encaminhadas pela presidente Dilma eram desconsideradas pelo presidente do parlamento, que passou a trabalhar com seus apoiadores, com os deputados que eram oposição à presidente Dilma, para viabilizar o processo de afastamento da presidente. Et donc on s'est trouvé dans une année 2015 qui a été une année d'affrontement
entre la présidente et le président du Congrès, la présidente essayant de faire adopter ses propositions, le président du Congrès s'y opposant avec ses alliés, et dans ce contexte, le président du Congrès, afin donc d'écarter définitivement toutes ces mesures, a lancé le processus de destitution de la présidente. A economia estagnou, né? Num quadro de insegurança política que foi estabelecido por esta posição do parlamento, os empresários deixaram de investir no país, a economia passou a sofrer mais o efeito da crise política e, portanto, o ano de 2014 foi um ano que o Brasil praticamente não produziu nada do ponto de vista econômico. Então, houve uma queda grande do PIB e o país entrou em crise économique. Donc, le pays est entré en stagnation, en croissance zéro en 2014, dans ce contexte de crise politique aiguë, avec un mécontentement croissant parallèlement des entreprises. Então, todo esse processo culminou com o golpe parlamentar que derrubou a presidente Dilma em 2016. Donc ce processus est arrivé à son terme, un point culminant en 2016, qui a été l'année de destitution de la présidente. Então, uma economia que já vinha frágil, em 2014, sofreu em 2015 e em 2016 todos os efeitos dessa crise política. Donc en 2014, on avait une économie fragilisée, et cette fragilisation a été aggravée par la crise politique de 2015 et 2016. Bem, a partir deste momento, precisamente em agosto de 2016, a presidente Dilma deixa o governo e assume definitivamente o vice-presidente, que foi o grande chefe de todo o processo, de todo o golpe, né, com uma agenda neoliberal que incluía a reforma da Previdência, que incluía um programa robusto de privatizações, né, e uma política agressiva de contenção de gasto público. Et donc, à partir de ce moment-là, on a assisté à une réorientation néolibérale de l'économie, un plan de privatisation de l'économie qui a réorienté le Brésil dans une autre direction. Bem, então, dans la mesure où tout ceci était mis en œuvre par le vice-président, donc qui a pris le pouvoir après la destitution de Dilma Rousseff, vice-président qui avait été le pivot, le pilier de la destitution de la présidente. Então essa agenda neoliberal que incluía privatização, reforma da Previdência e a contenção do gasto público atraiu apoio ao presidente Michel Temer para que ele pudesse dar curso a essa nova fase. Apoio de quê? Apoio do empresariado, apoio da mídia, que teve um papel fundamental também no golpe. Esse golpe ele foi fruto do apoio da mídia, e eu me refiro aqui à grande mídia, a mídia oligopolizada, dos políticos de direita e de centro-direita e do empresariado de uma forma geral. Donc ce coup d'État et cette politique néolibérale, dont les aspects les plus significatifs étaient la privatisation d'actifs de l'État, une politique budgétaire d'austérité, s'est attiré l'appui d'un certain nombre d'acteurs importants, donc les partis de droite ou même au-delà des secteurs d'extrême droite, mais aussi l'appui de nombreux chefs d'entreprise. Então, olha, a primeira grande medida tomada pelo presidente Michel Temer foi uma emenda à Constituição que congela o gasto público por 20 anos.
La première grande mesure prise par le président, l'ex-vice-président et donc président par intérim Michel Temer, a été de faire adopter un amendement constitutionnel gelant le budget de l'État à son niveau du moment pour les 20 années successives. Bem, o que foi extremamente aplaudido, muito bem recebido por essa mídia, grande mídia, e pelos grupos econômicos, pela elite econômica do país, principalmente o mercado financeiro. Donc cette mesure a été applaudie par les grands groupes médiatiques oligopolistiques, les milieux économiques, les entreprises, les partis de droite, donc se sont félicités de l'adoption de ce gel du budget de l'État. Bem, e com isso, o Brasil definitivamente mostrou para toda a sociedade brasileira que a partir daquele momento desprezava tudo que foi construído nos últimos 13 anos de governo popular, com o objetivo de construir ou de proporcionar melhoria do estado de bem-estar social. Et donc cette mesure a marqué symboliquement la nouvelle époque, donc la remise en cause des 13 années de gouvernement populaire, gouvernement dont l'une des orientations était donc le bien-être populaire et des mesures d'ordre social parallèlement à la croissance de l'économie. Então, o que é que nós temos hoje como resultado desta emenda constitucional? Redução do gasto público em educação, redução violenta, redução do gasto público em ciência, tecnologia e inovação, redução do gasto público em programas de apoio à cultura e redução do gasto público na saúde. Le résultat de cette mesure, cet amendement constitutionnel qui gèle le budget de l'État pour 20 ans, ça a été une réduction brutale de l'effort de l'État en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de culture. Et il me manque éducation, saúde, santé, culture, ciência, tecnologia et sciences et technologie, et innovation. Bem, e durante esse processo de modificação da política econômica do país, foi aprovada uma outra medida que atingiu diretamente a classe mais pobre do país, os trabalhadores, que foi uma reforma trabalhista. Et donc, parallèlement, il y a eu une autre réforme importante qui a été la réforme du droit du travail, donc qui affecte tous les travailleurs brésiliens. Então, esta reforma trabalhista, ela destruiu conquistas dos trabalhadores que já vinham de mais de 70 anos. Et cette réforme a remis en cause des lois favorables aux travailleurs très anciennes qui avaient été adoptées au Brésil depuis plus de 70 ans. Então, todas essas medidas, elas eram tomadas com o argumento de que, após a aprovação dessas medidas, o Brasil voltaria a crescer. Et donc la présentation de ces mesures radicales à l'opinion publique était de dire il faut en passer par là pour que le Brésil retrouve le chemin de la croissance. Então o que nós temos hoje como resultado de tudo isso é que o país não cresceu, nós tivemos como resultado de toda a crise política, nós tivemos déficit público em 2015, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019 e em 2020.
Le résultat était tout à fait contraire, qu'on prenne comme année de référence 2015 ou toutes les années qui ont suivi jusqu'à 2020. O que quer dizer que Bolsonaro seguiu neste mesmo caminho. Sim, aí nós Ce vamos qui veut dire chegar, que Bolsonaro, après son élection, qui a succédé à Michel Temer, a poursuivi la même politique. A mesma política. E agora nós vamos chegar no Bolsonaro. Então, o primeiro passo foi o golpe, que tirou a presidente Dilma. O segundo foi a aprovação de todo esse arcabouço de política para poder atender os interesses da elite econômica brasileira. E teve um terceiro ponto que foi fundamental, que contribuiu para a eleição do Bolsonaro. Mesmo depois de todo essa crise política e econômica, que a grande mídia atribuía ao Partido dos Trabalhadores, quando começaram as movimentações para a eleição de 2018, em todas as pesquisas, o presidente Lula aparecia em primeiro lugar. Alors, tout ce qui a été adopté à l'époque de Temer est à l'origine de la situation actuelle. Mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte et rappeler, c'est qu'en dépit d'une campagne d'attaque contre le PT qui était présentée comme responsable de la crise économique, Lula, au moment de la campagne électorale de 2018, selon les sondages, était le candidat ayant la préférence d'une majorité de Brésiliens. Então, para a elite brasileira, a continuidade deste projeto de política neoliberal, de privatizações, de mudanças que afetam os trabalhadores, porque nós vamos falar ainda da outra reforma, que é a reforma da Previdência, passava necessariamente pela retirada do Lula do processo électoral. Alors, pour les élites économiques brésiliennes, il était nécessaire de garantir la perpétuation de tout ce qui avait été fait par Michel Temer dans toutes ces lois de réforme néolibérales, et donc il fallait écarter Lula de l'élection présidentielle de 2018. E foi o que ocorreu. Então, precisamente 6 meses antes das eleições, um juiz de Curitiba, juiz Sérgio Moro, sem provas, sem o devido processo legal, hoje comprovado pelo Supremo Tribunal Federal, decretou a condenação do presidente Lula. Essa condenação foi referendada em segunda instância, e em 7 de abril de 2018, o presidente Lula foi preso. Et donc, c'est ce qui s'est passé quelques mois avant l'élection. Donc, le 7 avril 2018, un petit juge de Curitiba, le juge Moro, sans preuve, ça a été confirmé par le tribunal suprême fédéral après l'élection de 2018. Donc, sans preuve, il a fait incarcérer Lula, ex-président et candidat à l'élection de 2018, il l'a fait incarcérer et donc il l'a empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Bem, então aí criou-se o cenário favorável à eleição do Bolsonaro. Donc, créant ainsi un scénario politique favorable à l'élection de Jair Bolsonaro. Então, se nós analisarmos hoje, nós vamos perceber que a eleição do Bolsonaro é fruto de toda essa arquitetura, que começou com o golpe da presidente Dilma, em seguida a retirada do Lula do processo eleitoral e, finalmente, o apoio da elite financeira, o apoio dos militares, o apoio dos evangélicos, o apoio da direita e da centro-direita e o apoio do empresariado, sobretudo do agronegócio, à continuidade do que vinha
sendo feito pelo Michel Temer. Et donc ça permet de voir que l'élection de Jair Bolsonaro répond aux attentes des élites, entre guillemets, les élites libérales, conservatrices, militaires, évangélistes, financières du Brésil, qu'ils souhaitaient la continuité d'un projet marqué par un certain nombre d'étapes, dont la destitution de la présidente Dilma Rousseff, puis les orientations néolibérales de Michel Temer, et donc la mise à l'écart de Lula afin de permettre la perpétuation de cette politique économique néolibérale. Bem, então hoje nós estamos a pouco mais de 1000 dias do presidente Bolsonaro e nós poderíamos resumir esses 1000 dias citando 5 características que marcam esse governo. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il est possible de dire de la présidence Bolsonaro, c'est qu'elle a 5 caractéristiques. La première... A primeira, o neoliberalismo radical. Bom, o neoliberalismo radical na economia. Da economia. Dans l'économie. Conservadorismo e incentivo ao ódio e à violência na sociedade. L'ordre et la violence en matière idéologique pour faire régner l'ordre dans la société. Ataque à soberania nacional, através da subserviência direta ao Trump dos Estados Unidos durante o período em que ele foi président des États-Unis. L'abandon de la défense de la souveraineté nationale, donc le Brésil a été quelque part offert aux États-Unis de Donald Trump. Uma degradação institucional jamais vista, onde o governo não respeita o judiciário, o governo não respeita o legislativo, ou seja, é uma confusão que deixa a sociedade completamente perdida e muitas vezes refém dessa briga entre... Quatrième point, donc une déstabilisation du fonctionnement des institutions. Plus rien ne marche dans les rapports entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. On est dans une confusion totale. E a mais grave de todas elas, que é a erosão da democracia. Et avec dernier point, qui est la conclusion des 4 précédents, l'érosion de la démocratie. O Brasil, nos últimos 33 anos, que vem desde a aprovação da nova Constituição, jamais passou por período de crise democrática como nós estamos vivendo hoje. Ça fait 33 ans que la démocratie a été rétablie après la dictature militaire et jamais dans ces 33 ans le Brésil n'était passé par une situation menaçant la stabilité démocratique comme celle qu'il vit actuellement. Então, o Bolsonaro assume o governo e continua com a agenda que vinha sendo conduzida pelo Michel Temer. Agenda econômica. Agenda total. Agenda de privatização, de economia, de reformas, que atendem aos interesses da élite économique brasileira. Donc le constat que l'on peut faire, c'est celui d'une continuité entre la gestion Temer et la gestion Bolsonaro, donc la poursuite d'un projet néolibéral dans tous les sens du terme, qui s'applique aussi à la réforme de l'État, à la réforme de la présidence. Então, a primeira grande reforma do governo Bolsonaro, que iniciou ainda no período do presidente Temer, foi a reforma da Previdência. Donc la première réforme de Bolsonaro, donc dans la lignée des précédentes, mais qui n'avait pas pu être réalisée par Temer, c'est la réforme de la présidence. E essa reforma da Previdência, ela foi extremamente perversa com o trabalhador. Hoje, no Brasil, é muito difícil um trabalhador conseguir aposentar com menos de 80 anos de idade, garantindo os direitos que ele tinha antes da reforma. Então, ele pode até aposentar antes. É a reforma da Previdência? Da Previdência, sim. Presidência ou Providência? Previdência. Previdência é a que
trata dos aposentados, Ah, bueno, a Previdência. sí. Então, para que um trabalhador hoje consiga a aposentadoria com proventos, com salário justo, ele tem que trabalhar Oui, donc, até 75, 80 anos. Je rectifie une erreur d'interprétation. Donc, la première grande réforme de Bolsonaro a été une réforme du système des retraites qui rend l'accession à une pension de la part des travailleurs beaucoup plus difficile qu'avant l'adoption de cette réforme. Bem, então, e em seguida, a agenda de privatizações. O Brasil passou, durante os últimos 40, 50 anos, construindo toda uma estrutura de base científica e tecnológica que levou o Brasil a ter uma indústria naval competitiva, levou o Brasil a ter uma indústria aeroespacial competitiva, e levou o Brasil a ter uma das maiores empresas de petróleo do mundo, qui est à Petrobras. La deuxième réforme, après celle des retraites et des pensions, ça a été les privatisations. Les privatisations qui ont touché un élément qui était fondamental depuis 40 ans au Brésil, c'était de doter le Brésil d'entreprises à forte valeur ajoutée, à forte technologie dans l'industrie navale, l'industrie pétrolière, l'industrie aéronautique. Então, hoje, o pré-sal está sendo vendido, refinarias da Petrobras estão sendo vendidas, os Correios estão sendo privatizados, a Eletrobras também está dentro do processo de privatização. Donc, ont été privatisés les champs de pétrole, les raffineries de la société Petrobras, l'électricité, Electrobras, et actuellement le système postal. E a próxima etapa, de acordo com a previsão da equipe econômica, é a privatização dos bancos estatais. Et la prochaine étape, selon les projets du gouvernement actuel, ça serait de privatiser les banques d'État. Eu não acredito que esse processo seja concluído, porque já existe uma reação grande da sociedade, embora a pressão sobre o Congresso por parte do governo seja grande. Como nós teremos eleições para o Congresso no próximo ano, não acredito que a maioria dos deputados aprovem essas privatizações, porque perderão voto nas suas bases. Las privatisations futuras. E sim. Donc il y a un deuxième volet de privatisation, mais rien ne dit que ce volet pourra être mis en œuvre dans la mesure où il y a de très fortes pressions de l'opinion sur les élus du Parlement. Il y a des élections en octobre 2022, parlementaires, parallèles à la présidentielle, et donc les députés qui veulent être réélus se trouvent pris entre deux feux, entre leurs idées, pour certains, de soutien au gouvernement, et la pression de plus en plus forte de la société civile. Bem, então, voltando agora à pergunta inicial sobre a economia. Todo esse processo, que vem desde o golpe da presidente Dilma até as reformas e as privatizações, foram vendidos para a sociedade como parte de um processo de retomada do crescimento econômico, para gerar emprego e para gerar renda para a população. Donc pour revenir à la question posée initialement sur le système économique dont va hériter le futur président, donc le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est un système basé sur des mesures néolibérales justifiées par une attente d'un retour de la croissance et d'un retour de bien-être par voie de conséquence sur l'ensemble de la population. Então, olhando para alguns indicativos do resultado
de todo esse processo, nós temos um quadro dramático. Nós temos hoje um salário mínimo no Brasil que não acompanha a inflação. Hoje o salário mínimo no Brasil é R$ 1.100, o que equivale a 170 euros por mês. Le résultat de ce projet ne correspond pas à ce qui a été annoncé par ceux qui l'ont mené à bien. Donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on constate au contraire des résultats très négatifs. En particulier, le salaire minimum n'a pas été réajusté en fonction de l'inflation et il a baissé aujourd'hui jusqu'à un niveau équivalent à 170 euros par mois. A inflação, que deveria estar entre 5% e 5,5%, já ultrapassa os 10% no período de 12 meses. Já alcançou. L'inflation est assez élevée, donc 10%. E, sobretudo, a inflação para os mais pobres, que é maior. Está entre 10% e 12%. Et l'inflation pèse davantage sur le budget des plus pauvres, donc ça serait plutôt de l'ordre de 12%. Então, do ponto de vista econômico, esse quadro é trágico. O Brasil tem hoje 27,4 milhões de miseráveis. Le cadre qu'a laissé ce projet économique néolibéral est dramatique pour le Brésil, qui a actuellement environ plus de 27 millions de personnes en situation de grande pauvreté. São pessoas que têm uma renda mensal abaixo de 40 euros. Donc, quand on dit grande pauvreté, ce sont des personnes qui touchent par mois aux alentours de 40 euros. Outro dado extraordinário que reflete o resultado dessa trágica política é que o Brasil tem 14,4 milhões de desempregados. Le nombre de chômeurs actuellement serait de 14 400 000. E 37,8 milhões de pessoas trabalham na informalidade. Et 37,8 millions de personnes qui travaillent dans l'informalité. Então, somando esses dois grupos de desempregados e de trabalhadores informais que não têm qualquer amparo social, são mais de 50 milhões de pessoas. Ce qui veut dire qu'il y a environ 50 millions de personnes qui n'ont pas des conditions de travail et donc de vie suffisantes. Então, esse quadro reflete a situação de um país que já foi a 6ª maior economia do mundo. Quando a presidente Dilma saiu, o Brasil era a 10ª economia do mundo e hoje, de acordo com dados do FMI, o Brasil é o 14º no PIB international. En termes comparatifs, le Brésil, il y a une vingtaine d'années, était la 10e puissance économique du monde. Après Lula et Dilma Rousseff, il avait grimpé à 6e position, 6e économie mondiale, et le FMI, dans ses dernières analyses, signale que le Brésil a régressé à la 14e place. Bem, outro dado extraordinário que mostra o lado dramático desse processo é a insegurança alimentar no Brasil, que cresce assustadoramente. E veja bem, esse não é um processo resultado da pandemia. Esse é um processo que já se verificava antes. Et autre élément, autre conséquence sociale de cette politique, on assiste à un phénomène qui avait pratiquement disparu, d'insécurité alimentaire, qui certes a été aggravé par la pandémie, mais qui avait commencé avant la pandémie du coronavirus. Para termos uma ideia, hoje, no Brasil, são aproximadamente 120 milhões de pessoas, que sofrem de alguma insécurité alimentaire. Pour donner un ordre d'idée, il y aurait au jour d'aujourd'hui environ
120 millions de personnes qui souffriraient, à un titre ou à un autre, d'insécurité alimentaire sobre uma população 212 milhões de habitantes. sur une population totale estimée à 212 millions d'habitants. Então, dessas pessoas que sofrem com insegurança alimentar, 20 milhões de pessoas, o que equivale à população do Chile, por exemplo, passam 24 horas ou mais sem ter o que comer. Et dans les cas le plus extrême, sur ces 120 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire, 20 millions d'entre elles passent parfois 24 heures sans manger. Então, quando se avalia esse quadro, né, percebe-se que sem investimento público não há condições do Brasil avançar. Não há investimento público, o Brasil passa por um processo decorrente da aprovação daquela emenda de congelamento do gasto público, que não há dinheiro para investimento público. Ce qui veut dire que pour sortir de cette situation, il est nécessaire d'avoir le moyen de faire des investissements publics. Or, ces investissements publics sont constitutionnellement bloqués depuis le vote de l'amendement budgétaire et constitutionnel déposé par le président par intérim Michel Temer et adopté par le Parlement à l'époque. Só para dar um exemplo, em 2010, portanto, pouco mais de 20 anos, o Brasil investia 4,5% do PIB, investimento público. 4,5% do PIB, do Produto Interno Bruto. E representava que estes 4,5%? São investição pública. O PIB brasileiro, que é em torno de 3,5 trilhões, dá um investimento aí de 4 vezes 3, 120 a 150 bilhões por ano. Então, e hoje é 2,5% do PIB, com PIB baixo. Então, nós investimos hoje metade do que investimos ces há 10 investissements, anos. en 10 ans, ont baissé de moitié. Caiu, exato. Então, o reflexo de toda essa política. Então, sem investimento público, não há melhoria da infraestrutura, não há geração de emprego, não há renda e não há estímulo ao setor público investir. Non, sans investissement public, il n'y a pas d'investissement sur les infrastructures, et ni amélioration de la croissance, ni amélioration de la vie de la population. Então, veja bem, qual é o grande problema hoje? É que o Brasil vive... Então, vamos a ter que concluir. Então, para encerrar, seria bom a gente avaliar qual seria o caminho. Sim, bon, en conclusion, quel serait le chemin pour le prochain président? Seria, primeiro, uma reforma tributária que considere o pobre na equação. Une réforme fiscale permettant de répondre aux attentes pour les plus pauvres. Então, duas coisas precisam ser feitas. Primeiro, a desoneração do consumo, para o pobre pagar menos imposto. Bon, une baisse d'impôt sur la consommation. Sim. E o segundo seria cobrar imposto de quem pode pagar. Et faire payer des impôts à ceux qui le peuvent. Porque no Brasil, quem paga imposto é o pobre e a classe média. Et pour l'instant, ceux qui payent des impôts sont les pauvres et la classe moyenne au Brésil. Sim, existe um projeto no Congresso. Isso quer dizer que para sair da crise se necessitaria uma nova maioria. Exato. Então, ce qui veut dire que pour sortir de la crise, il faudrait que le Brésil se dote d'une nouvelle majorité. Exato. Então, um grande desafio para as próximas eleições é que a população brasileira escolha um presidente e um Congresso national que tenha compromisso com essas mudanças. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait un président et un congrès qui appuient cette politique de changement para falar claro, um presidente que seja Lula. Isso, que seja... E uma maioria de PT, mas aliado de esquerda. E, fundamentalmente, eu hoje só vejo uma pessoa
capaz de reverter essa emenda constitucional do gasto público, porque também sem a reversão desse congelamento do gasto público, o Brasil não pode voltar a crescer. E essa pessoa é o presidente Lula. Ce qui veut dire en conclusion que pour revenir en arrière, remettre en question cette politique, il faut une personnalité forte. Donc il semblerait que ce soit, pour l'instant, il n'y a que lui, l'ex-président Lula, mais il faudrait aussi qu'il ait une majorité parlementaire du PT avec des alliés et de gauche et peut-être au-delà. Bien, muito obrigado et sans doute qu'on aura l'occasion de reparler de toutes ces questions un petit peu avant les élections. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.